Il y a les ingénieurs de la vieille garde qui veulent continuer à créer des produits solides et durables. Et il y a une nouvelle vague d'ingénieurs, influencés par le marché, dont l'intérêt est de concevoir le produit le plus jetable possible. Ce débat fut tranché quand cette nouvelle école d'ingénieurs s'est imposée. La frustration des ingénieurs et des citoyens à l'égard de l'obsolescence programmée est dans l'air du temps. Même Arthur Miller y fait référence dans sa célèbre pièce « Mort d'un commis voyageur ». Comme Willy Lomax, les consommateurs ne peuvent que se plaindre en vain. Once in my life, I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The refrigerator consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them, so when you finally paid for them, they're used up. Les consommateurs étaient loin d'imaginer que de l'autre côté du rideau de fer, dans les pays du bloc de l'Est, une économie entière existait sans l'obsolescence programmée. L'économie communiste ne se fondait pas sur le libre marché, mais sur la planification centralisée par l'État. Dans ce système, inefficace et souffrant d'une insuffisance chronique de ressources, l'obsolescence programmée n'avait aucun sens. En Allemagne de l'Est, l'économie communiste la plus performante, les normes officielles stipulaient que réfrigérateurs et machines à laver devaient durer 25 ans. J'ai acheté ce réfrigérateur est allemand en 1985, donc il a au moins 24 ans. L'ampoule date de la même époque. Je n'ai jamais eu à la remplacer. Elle a aussi presque 25 ans. En 1981, une usine de Berlin-Est lance une ampoule longue durée et la présente à une foire internationale à la recherche de clients en Occident. Quand les fabricants est-allemands ont présenté cette ampoule à la foire de Hanovre de 1981, leurs collègues de l'Ouest ont dit « Vous allez détruire vos propres emplois ». Les ingénieurs de l'Est ont répondu « Non, au contraire, en économisant les ressources et sans gaspiller de tungstène, nous sauverons nos emplois ». Les acheteurs occidentaux ont refusé l'ampoule. En 1989, après la chute du mur de Berlin, l'usine a été fermée et la production s'est arrêtée. Aujourd'hui, on ne la trouve que dans des musées et des expositions. Ans après la chute du mur, le consumérisme effréné est aussi bien présent à l'Est qu'à l'Ouest. À une différence près, à l'heure d'Internet, les consommateurs sont décidés à lutter contre l'obsolescence programmée. Notre premier film à succès était un film sur l'iPod. J'étais complètement fauché et quand j'ai acheté cet iPod, il coûtait dans les 400-500 $. Environ 8 ou 12 mois plus tard, la batterie est tombée en panne. J'ai appelé Apple pour qu'il la remplace et leur politique à l'époque était de dire à leurs clients d'acheter un nouvel iPod. Que la batterie soit morte ne m'embêtait pas, car quand la batterie de mon portable Nokia ou de mon ordinateur portable Apple ne marche plus, je peux les remplacer. Mais avec l'iPod, qui n'était pas donné, si la batterie lâchait, c'était l'appareil tout entier que l'on devait remplacer. Mon frère a eu l'idée d'en faire un film. Munis d'un pochoir, nous avons bombé toutes les affiches d'iPod que nous avons rencontrées en ville avec ce slogan. La batterie non remplaçable de l'iPod dure seulement 18 mois.
On a posté la vidéo sur notre petit site iPodsDirtySecret.com et en un mois ou 6 semaines, il y a eu 5 ou 6 millions de visites. Le site a explosé. À San Francisco, l'avocate Elizabeth Pritzker entend parler de la vidéo et avec ses associés décide de porter plainte contre Apple. 50 ans après l'affaire de l'ampoule, l'obsolescence programmée se trouve à nouveau devant le tribunal. Quand nous avons entamé le procès, l'iPod était sur le marché depuis 2 ans et Apple avait vendu environ 3 millions d'exemplaires aux États-Unis. Beaucoup de propriétaires d'iPod avaient des problèmes de batterie et étaient déterminés à poursuivre Apple. Parmi eux, Andrew Wesley. Parmi les consommateurs qui nous avaient contactés, nous en avons choisi quelques-uns pour être les plaignants de notre recours collectif. Un recours collectif est une procédure judiciaire aux États-Unis par laquelle un petit groupe de personnes représente un groupe plus important pour porter plainte devant la justice. Comme plaignant, je représentais des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes. L'affaire a été baptisée Wesley contre Apple. Quand mes amis et ma famille ont appris que c'était un procès important, ils ont pensé que j'étais devenu un extrémiste, une sorte d'Erin Brockovich. En décembre 2003, Elizabeth Pritzker dépose une plainte au tribunal d'instance de San Mateo, tout près du siège social d'Apple. Nous avons demandé à Apple de fournir de nombreux documents techniques sur la durée de la batterie de l'iPod. Et on a reçu beaucoup de données techniques sur son design et sur les essais pratiqués sur les batteries. Nous avons découvert que le type de batterie au lithium contenu dans l'iPod était conçu pour avoir une durée de vie limitée. Il est clair que l'iPod d'Apple a été développé dans la perspective de l'obsolescence programmée. Après quelques mois de tension, les deux parties sont parvenues à un accord. Apple a mis en place un service de remplacement des batteries et a prolongé la garantie à 2 ans. Les plaignants ont été dédommagés. Ce qui me gêne vraiment, c'est qu'Apple se vend comme une marque très branchée et novatrice, alors que sa politique environnementale ne permet pas aux consommateurs de retourner les articles pour les recycler ou les traiter. C'est contraire à toute logique et c'est contraire à son message. L'obsolescence programmée produit un flot ininterrompu de déchets qui sont expédiés dans les pays du tiers-monde, comme le Ghana en Afrique. Il y a 8 ou 9 ans, j'ai réalisé que beaucoup de containers arrivent ici remplis de déchets électroniques. Je parle de matériel informatique et de télévision en panne dont personne ne veut dans les pays industrialisés. Un traité international interdit d'expédier des déchets électroniques dans les pays du tiers-monde, mais les marchands le détournent en déclarant ces produits comme des articles d'occasion. Plus de 80% des déchets électroniques qui arrivent au Ghana sont totalement irréparables et des conteneurs entiers finissent dans des décharges illégales partout dans le pays. Nous nous trouvons dans la décharge d'Agbogloshi. Avant, il y avait une jolie rivière ici, l'Odo, qui traversait cet endroit. Elle regorgeait de poissons. Notre école n'était pas très loin d'ici et nous venions jouer au football. Nous flânions sur les rives. Les pêcheurs organisaient des balades en bateau. Je m'en souviens très bien. À présent, tout ça n'existe plus. Et cela me rend vraiment très triste et furieux. Aujourd'hui,
les jeux des enfants ont laissé place aux jeunes défavorisés qui recherchent de la ferraille. Ils brûlent la gaine en plastique des câbles d'ordinateur pour récupérer le métal. Les plus jeunes ratissent les déchets à la recherche de la moindre miette de métal que leurs aînés auraient pu oublier. Certains des responsables de ces cargaisons disent « Nous voulons diminuer la fracture numérique entre l'Europe et l'Amérique d'une part et l'Afrique d'autre part. » Mais la réalité, c'est que les ordinateurs qui sont expédiés ici sont hors service. C'est absurde de recevoir tous ces déchets alors qu'on ne peut pas les traiter. D'autant plus que nous ne les avons pas produits et que notre pays est devenu la poubelle du monde. Ces déchets, cachés si longtemps pendant l'ère industrielle, sont maintenant entrés dans nos vies et nous ne pouvons plus les ignorer. L'économie du gaspillage vit ses derniers moments, car nous n'avons littéralement plus de place où stocker les déchets. Au fur et à mesure, nous avons réalisé que cette planète qui est la nôtre ne pourra pas supporter cela indéfiniment. Les ressources naturelles et énergétiques ne sont pas inépuisables. Les générations futures ne nous pardonneront jamais quand elles découvriront la vérité sur le mode de vie des pays développés, qui est basé sur le gaspillage. Partout dans le monde, les gens ont pris conscience du phénomène et ont commencé à agir. Pour lutter contre cet état des faits, Mike Anani rassemble des renseignements. C'est ici que je stocke les déchets électroniques qui ont une étiquette d'identification. Celle-ci dit Centre d'Amus, Jylland occidental, Danemark. Celui-là vient d'Allemagne, envoyé ici pour être jeté. Collège de Westminster. Apple. Apple devrait faire mieux. Il se targue d'être écologique. Pourtant, beaucoup de produits Apple finissent à la décharge. J'ai créé une base de données avec les étiquettes, les adresses et les numéros de téléphone des compagnies auxquelles appartenaient ces déchets électroniques qui ont été envoyés au Ghana. Mike prévoit de transformer ces renseignements en preuves pour intenter un procès. Il faut prendre des mesures punitives. Poursuivre les gens pour qu'ils arrêtent de déverser des déchets électroniques au Ghana. Marcos recherche sur Internet un moyen de prolonger la vie de son imprimante. Il a trouvé un site web russe qui propose un logiciel libre pour remettre à zéro le compteur de l'imprimante. Le programmeur a même pris la peine d'expliquer ses motivations personnelles. This happens due to bad construction. This is their business model. Not a good one for user and environment. So I looked and found a way to make user-friendly software to allow active users reset an input counter. Marcos ne sait pas à quoi s'attendre, mais il télécharge le logiciel. Depuis un petit village en France, John Takara combat l'obsolescence programmée en aidant les gens du monde entier à partager leurs idées en matière de design et d'affaires. Dans les pays pauvres, les choses sont systématiquement réparées. Pour les gens du Sud, jeter un produit à la moindre panne est totalement choquant et inconcevable. D'ailleurs, en Inde, il y a un mot, jugad, pour décrire cette tradition de réparer les choses, quelle que soit la difficulté. Nous recherchons des gens actifs qui mènent des projets dans le monde, plutôt que des gens qui parlent de façon abstraite de l'état déplorable des choses ou de ce que l'on devrait changer.
Parmi ces gens, il y a Warner Phillips, descendant de la dynastie des